Bonjour et bienvenue sur Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisateur. Qui de mieux que ça que d'accueillir des réalisateurs. Bravo. Cette prochaine heure sera l'occasion de vous partager leur parcours, leurs histoires, du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi. Et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures fixes et des team building entre collègues? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sein CDI avec un vrai salaire et pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt? Pourquoi ne pas vouloir faire un vrai travail, quoi? Ne mentez pas, on l'a tous entendu au moins une fois. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui un jour ont rêvé de devenir réalisateurs et tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur mais aussi présentateur de votre émission Et Action. Et aujourd'hui nous accueillons Thomas et Jérémy. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien, super. Ouais. Eh bien écoutez, est-ce que vous voulez vous présenter un peu? Vas-y Jérémy, je te laisse. Ok, alors moi c'est Jérémy, je suis réalisateur du coup. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu Ouais, genre juste par exemple, actuellement je fais ça, non. Ok, alors moi je suis réalisateur de clips surtout. Okay. Disons principalement je fais du clip. Je commence un peu à faire de la pub et j'écris aussi en parallèle de la fiction, donc des courts-métrages principalement. Ok. Et voilà, en gros. Ok. Moi, c'est à peu près la même chose finalement, mais je pense qu'aussi on est une génération. Tant mieux, ça simplifie. Ouais, donc je vais en rester là. mais finalement, je pense qu'il y a quelque chose d'assez générationnel dans le sens où je pense que les réalisateurs, je dirais, qui ont peut-être moins de 35 ans aujourd'hui en 2024, on a dû commencer, je pense, par le clip. Parce que mine de rien, c'est là où on pouvait avoir un tant soit peu d'argent pour payer quelques petits trucs. Et donc toi aussi. Et bon, c'est un grand mot se payer quand même. Mais peut-être avoir les premiers budgets. Donc moi aussi j'ai commencé par le clip. Ok, trop cool. Un petit peu de pub et du court métrage. Ok. Et donc c'est votre métier? Ouais, complètement. Ouais, complètement. Ouais, okay. On peut le dire. Parce qu'il faut préciser que parfois être réalisateur, ça veut pas forcément dire en vivre, parce que parfois quand on fait de la fiction, on n'est pas forcément rémunéré. Et donc, y en a certains qui font leurs heures avec de la régie, d'autres qui font des petits travaux à côté, que ce soit genre dans un café ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je pose la question. Ouais, je sais qu'on a un truc en commun tous les deux, c'est qu'on est réal, mais on a aussi plusieurs casquettes, parce qu'on fait pas mal de choses aussi sur le plateau et en dehors du plateau. Mm-hmm. Donc je dirais moi, en tout cas pour parler pour moi, c'est l'activité principale, c'est de la réalisation. Mm-hmm. Mais après, je monte et j'étalonne aussi tous mes projets. Ok. Et je produis aussi la plupart du temps les projets. Je suis directeur photo parfois sur certains trucs. Donc c'est super intéressant. Pas mal de trucs assez différents qui permettent aussi de multiplier un peu les manières de gagner des sous. Okay. Et de pouvoir en faire une activité à temps plein, quoi. Ok. Et toi aussi? Ouais, absolument. Moi, je suis complètement d'accord. En fait, l'activité de réalisation pour moi, c'est le truc principal. Mais ce qui finalement me permet de faire des heures d'intermittence, parce qu'il y a le sacro-saint intermittence en France quand même. Ne l'oublions pas. Voilà, exactement. C'est quand même le fait d'être chef-op et jusqu'à mes 28 ans, même bien 28 ans bien passés, j'ai fait de la régie encore sur des plutôt gros tournages. Donc vu que moi j'ai pas fait d'école, du coup ça me permettait de voir des gros. Pardon, désolé. Tu brûles des étapes, mais t'inquiète. Mais du coup ça m'a permis de voir des gros tournages, quoi. Ok, trop stylé. Eh ben écoutez, on va commencer par la première partie. Et la première partie, ça va un peu s'intéresser à vous, votre histoire. Racontez-moi d'où vous est venu l'amour du cinéma. Moi je pense que souvent, je parle souvent d'un film qui pour moi est mon premier coup de cœur, mon premier amour pour des personnages, pour des couleurs, pour des cadres, pour du montage, pour la musique notamment, parce que c'est les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy que je revois allègrement. T'avais quel âge? 6 ans. Ah ouais. 5-6 ans, et je crois que j'ai dû éclater la bande de la cassette de mes grands-parents à l'époque. J'ai dû voir le film 100 fois, les musiques résonnent encore en moi. Enfin, il y a un truc, il y a ce grain, cette tessiture sonore vraiment de l'époque. Et puis en fait, on voit ce que ça a donné derrière dans l'influence que ce film a eu sur des réalisateurs que j'adore aussi, comme Damien Chazelle, etc.
Mais ça a été mon premier gros coup de cœur de cinéma. Et après, je dirais qu'il y a eu Matrix, où là, c'est mon premier souvenir en salle de cinéma. Ok. Qui est très marquant, avec la pluie qui tapait sur le toit du cinéma. Et c'est le premier film que j'ai vu avec mon père. Et du coup, ça m'a marqué. Moi, j'ai rien compris au film. J'ai rien compris au propos. Au propos. T'inquiète, je pense que même les parents du film. Mais bon, voir des mecs qui font du kung-fu et qui s'intègrent des figures de kung-fu dans la tête, c'est incroyable. Ah ouais, c'était incroyable. Parce qu'il y avait le flic de Shanghai mélangé à un espèce de film nietzschéen, donc c'était incroyable. Ouais. J'imagine que tu avais la base de Nietzsche à l'époque. Mais complètement. Et toi, Jérôme? Alors moi, c'est un peu... disons que j'ai pas vraiment grandi en me disant que j'allais être réalisateur ou quoi, absolument pas. Okay. J'ai toujours aimé le cinéma comme un endroit où j'adorais aller. Mais en fait, j'ai toujours un peu pris pour acquis, dans la mesure où je l'ai pas vraiment regardé... Ouais, t'as pas eu de trucs. C'est ça. Et en fait, c'est assez tard que je me suis dit que j'allais avoir un intérêt un peu plus poussé avec le cinéma. C'est au moment où, quand j'avais fait mes études supérieures, j'ai fait une prépa littéraire après le lycée. Okay. Et j'allais devenir traducteur. Enfin, c'est ce que je me disais en anglais. Et je me disais, il me manque un truc artistique dans ma vie et je me vois pas faire ça. Et donc, je me suis mis à regarder plein de films, à m'imprégner un peu de trucs artistiques qui me manquaient, mais sans forcément me dire que j'allais faire ça. Tu vois. Tu mettais pas un mot dessus, quoi. C'est ça. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait un réalisateur qui faisait le film, en fait. Est-ce que tu as eu un film qui t'a marqué? C'est pas forcément pour une raison en particulier, mais c'est Les Noces rebelles. Sam Mendes, je crois. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que c'était DiCaprio et du coup ça a résonné avec Titanic que j'avais vu quand j'étais gosse ou quoi. Mais je sais pas. Je me suis dit en fait la première fois que j'ai pris conscience qu'il y avait un réalisateur derrière et que c'était lui qui chapeautait le truc. Ok. Donc toi en fait ta première expérience de cinéma où tu as eu ce choc, c'était pas genre waouh le cinéma va être important dans ma vie. Ouais. C'était t'avais déjà ce truc où t'étais en train de te poser des questions sur ton avenir. Et donc, en fait, ce film a plus été la bascule vers je veux potentiellement travailler dans le cinéma. Ouais, exactement. Okay. En fait, je me suis dit que voilà, il y avait tout un langage. En fait, ça m'a comme ouvert la porte du cinéma, tiens. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à comment on faisait des films, qu'est-ce que c'était le métier de réalisateur et tout ça. Et après, je trouve que le métier de réalisateur, c'est tellement complexe que j'ai mis des années à le comprendre, vraiment. Okay. Même en école de cinéma, parce qu'on en reviendra sûrement après. Ouais. Je savais pas qu'est-ce que c'était en fait vraiment un réalisateur, quoi. Mais je savais que j'y avait quelqu'un qui drivait le truc et qui portait le projet un peu. Voilà. Ok. Et toi, c'est à partir de quand que tu as eu cette parce que là, tu as eu l'amour de cinéma et vraiment vouloir devenir réalisateur, c'était comment? Mais un peu pareil, assez tard finalement, parce que je viens d'un milieu, en plus je viens de la campagne, donc vraiment dans la diagonale du vide française. Et en fait, à aucun moment, mon entourage, même mes parents ou mes amis, à aucun moment il y a eu ce truc où on m'a dit oui, c'est possible que tu sois réalisateur. Pour moi, c'était un métier complètement inaccessible et qui était pas fait pour moi, qui était fait pour les gens qu'on voit à la télé, qui était fait pour les stars, quoi. Enfin, qui était fait pas pour un petit mec comme moi, quoi. Et du coup, ça a mis vraiment, vraiment du temps à venir. Et je pense que ça a dû arriver pendant le courant de mes études. En fait, moi, j'ai fait une double fac de philo et art du spectacle en cinéma en même temps. Et en fait, c'est plus la philosophie qui m'a amené via le documentaire à défendre un propos, mettre du sens derrière des images. Et en fait, j'étais fan aussi d'émissions comme, voilà, je vais être pompeux, mais genre Le Masque et la Plume ou Le Cercle sur Canal+. Et en fait, c'est de voir du journalisme, des critiques de cinéma, parler de cinéma. Et grâce à certains profs, notamment, que j'ai découvert qu'en fait, il y avait il y avait une grammaire, en fait, cinématographique. Il y avait il y avait, une manière de dire les choses juste par le montage, l'image, etc. Et que du coup, tout ça prenait du sens. Mais qui, pour moi, était un peu un truc nébuleux, où j'arrivais pas trop à comprendre exactement, jusqu'à mes 17-18 ans, qu'est-ce qui se passait en moi quand je voyais un film. Mais d'un coup, j'ai pu mettre des mots et ça a tout changé, quoi. Ok, d'accord. Et donc, j'imagine pas eu de trucs filmés pendant l'enfance ou... Si, à Bâle. Ah ouais? Moi, j'ai fait mes premiers films, c'était, je pense que j'avais 14-15 ans et c'était, mais c'était des films de skate où on se filmait en train de nous casser les poignets, on cassait des trucs, c'était des films de mecs qui font du skateboard, quoi. C'était ça, nos premiers films, quoi.
Mais donc c'était pas, il y avait pas une optique de je veux devenir réalisateur ou alors le cinéma, c'était vraiment se filmer en fait, c'est ça? Alors avec mon frère, on faisait plus des trucs avec Windows Movie Maker et une webcam, et là on mettait de la narration. Et du coup c'est plus mon grand frère qui m'a amené vers l'idée d'avoir un imaginaire et de développer un imaginaire. Et après tout ce qui était plus technique entre guillemets, c'était plus le film de skate entre potes quoi. Ok, d'accord. C'est déjà le truc Windows Movie Maker, parce que ça me rappelle qu'en fait quand j'avais 9-10 ans, je commençais un peu à faire des petits montages mais avec des photos. La plupart du temps, tu vois, des trucs à la con, tu vois, mais Dailymotion. Non, c'est sur Windows Movie Maker justement, le truc accessible, tu sais, parce que j'avais un ordi. Et du coup, j'avais ce truc-là, j'étais curieux, j'essayais. Et du coup, assez tôt, en fait, je me rends compte, j'avais déjà des petits trucs de montage, tu vois. Mais à la con, je faisais des trucs avec des photos de famille, des trucs comme ça, tu vois. Ok, trop marrant. Donc t'avais déjà, j'étais curieux, quoi. Oui, t'étais curieux. De manière générale, l'art m'a toujours attiré. J'ai commencé la musique à 7 ans. J'étais dans un groupe, j'écrivais des chansons, tout ça. Donc c'était plus la musique qui m'intéressait. Et le truc que t'as dit tout à l'heure aussi, la grammaire du cinéma, tu vois. En fait, c'est marrant parce que je le vois un peu comme ça aussi, tu vois, c'est un peu un langage, il y a un langage du cinéma. Et t'apprends à le parler, tu vois, quand tu vas sur des plateaux, quand tu deviens réalisateur, en fait, t'apprends à parler ce truc-là. Et en fait, je me suis rendu compte un peu plus tard que finalement, c'est pas si loin de la traduction d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un langage, tu dois traduire des émotions, traduire des trucs à quelqu'un, un spectateur qui va regarder ton film. Et du coup, il y a un truc comme ça de langage. Ouais, de toute manière, c'est ça. Hein. C'est à partir du moment où tu veux transmettre quelque chose, que ce soit des émotions, une histoire. De toute façon, c'est un dialogue entre le spectateur et le réalisateur, d'une certaine manière. Donc, c'est super intéressant. Et écoutez, on va passer à la deuxième partie, qui est quelles ont été les étapes après. C'est-à-dire, là, vous savez que vous voulez être réalisateur. En tout cas, vous savez que vous voulez travailler dans le cinéma. Ça a été quoi les étapes d'après? Pour ma part, moi, c'était du coup, moi, j'ai fait cette double fac un peu pendant les 2 premières années d'études. Et après, j'ai tenté une sorte de féminisme, alors sans trop y croire. Et du coup, ça l'a pas fait, mais ça m'a quand même mis un peu la puce à l'oreille. Et en fait, en même temps, au même moment, j'étais en train de créer un collectif donc sur Clermont-Ferrand et avec des potes. Et en fait, j'ai utilisé mon réseau dans le milieu de la musique locale pour faire mes premiers clips avec mes potes et aussi monter sur Paris. Donc nous, on faisait, la semaine, je faisais mes cours, j'avais un petit boulot à côté. Et le week-end, on montait à Paris, on se tapait 5-6 heures de route pour aller clipper du rap au fin fond des Yvelines ou à Boulogne. Enfin, on se mettait des déterres comme ça et après on revenait le dimanche et ça repartait pour la semaine, quoi. Donc on a fait ça un paquet de fois et ça a un peu démarré comme ça. Donc j'ai démarré ce collectif qui est devenu après une agence de prod et j'avais 19 ans, quoi, 19-20 ans, quoi. Vous étiez combien? On était 4 avec des mecs des Beaux-Arts de Clermont et en fait on a essayé vraiment et ça c'est un truc je pense qui est important quand même dans notre milieu parce qu'on a un art collectif quand même. Mais en fait, on a essayé très vite de mettre autour de nous un maximum de personnes qui savaient faire des choses concrètes. C'est-à-dire, on a essayé de trouver un gars pour faire la déco. Bon, c'était hyper loco, presque amateur. Enfin, je suis assez amateur. Mais il y avait une envie, quoi. Il y avait une envie de créer un espèce d'une synergie de personnes qui savaient faire des trucs. Et du coup, on arrivait à mettre en place des clips un peu low cost, mais avec des bouts de ficelle, quoi. Ok, et déjà à 19 ans, tu montais sur Paris pour... Ouais, je me souviens d'un de mes premiers tournages, c'était à l'époque, on bossait beaucoup pour le label de Booba qui s'appelle 9-2i, quoi. Mm-hmm. Et ils avaient un groupe qui s'appelait... c'était mystique, et ça s'appelait... Sosa, c'était 40 000 gangs, voilà. Ça s'appelait 40 000 gangs, et on se retrouvait à faire des clips pour Chris Macaré, donc moi je faisais assistant caméra, voilà. Donc c'était un grand mot, assistant cam. Hein. Je changeais juste les optiques et j'apprenais à mettre une monture PL, quoi. Ok, c'est déjà, mais t'es là, donc ça veut dire que comment t'en es arrivé là? T'avais postulé, Non, en fait, c'est via mon pote Vivien Moite qui est réalisateur, lui qui est toujours réalisateur sur Clermont, avec qui je montais ce collectif, et donc je me suis retrouvé à monter avec lui sur Paris pour l'aider. Nous, on s'est occupé de la prod. La prod nous disait les gars, nous il nous faut
des techos pour gérer les lumières, aller chercher le camion, machin et tout. Et moi, j'étais un peu hippie à l'époque, j'avais un camion. T'avais un camion? Ouais, je m'étais acheté un camion, j'avais économisé, ouais, je m'étais acheté un petit camion. Alors, un petit camion, un petit trafic, et du coup, on montait à Paris avec le trafic et on foutait la lumière, la cam et tout chez les loueurs. Donc, en plus, je découvrais aussi les loueurs, je découvrais le système des loueurs. Donc, j'apprenais un peu le truc comme ça. Et donc, après, on se retrouvait à être payé 100 balles pour la nuit, pour tourner toute la nuit dans une cité, quoi. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et toi, Jérém, comment t'en es arrivé genre, là, t'es à la fin de tes études de lettres. Ouais. C'est quoi la suite? Alors, en gros, après ça, bon, les 6 derniers mois de ma prépa, je savais que je voulais faire du cinéma. Mmh. Mais j'ai quand même fini le truc, parce que je me suis dit, je vais quand même aller au bout. Ouais. Donc, j'ai passé les concours et tout, mais voilà. Après, j'étais vraiment full concentré sur le ciné. Donc moi, je me suis dit, j'aimerais bien faire une école de cinéma. Et j'avais la chance de mes parents m'accompagner là-dessus. Tu vois, j'ai toujours eu des parents qui me soutenaient vachement. Et ils ont réussi à m'aider à faire l'école de ciné. Donc, ils m'ont accompagné là-dessus. J'avais passé les concours de l'école de la Cité dans un premier temps. Et j'avais fait, c'est d'ailleurs, rien que, en fait, c'était un peu mon premier contact avec le ciné. Justement, ces concours-là, parce que c'est des concours qui sont assez immersif, on va dire. Il y a 3 étapes. La deuxième étape, en fait, la première, tu envoies des dossiers, etc. Mmh. Je sais pas pourquoi je rentre dans le détail de ça. Mais... Non, mais c'est intéressant de savoir ça. T'envoies un dossier, tout ça, t'es présélectionné. La deuxième étape, tu vas sur le site. Donc, c'est la première fois que c'est sur le site de la Cité du cinéma, tu vois. Ouais, dans le nord de Paris, c'est ça? Ouais. Et du coup, première fois que je voyais des studios au cinéma, tout ça, donc c'est ça que je te dis, le premier rapport avec ça. Bah oui, et après, la troisième étape, en fait, tu passes 24 heures sur place. Et tu fais plein de petits trucs, genre du doublage, d'écrire un scénario, traduire un truc. Ah ouais, c'est aussi complet ça? Ouais, et tu dors sur place et tout. Et en fait, le soir, c'est assez intense toute la journée. Puis le soir, ils font des groupes de 3. Ils te filent une caméra et un scénar de 3 pages. Et chacun des 3 doit réaliser une version du scénar. Et ouais, c'est monté, tourné, tu vois. Tourné, monté. Donc, ok. Voilà, tu tournes et il n'y a pas de montage derrière. Et voilà, bref, c'était la première expérience de réal, quoi, vraiment. Donc, ce concours-là. Et après ça, donc, j'étais sur liste d'attente, donc je l'ai pas eu. J'ai fait les concours de l'ESRA à Paris. Et donc là, j'ai passé 3 ans à l'ESRA. Et je suis arrivé vraiment... Comment? Qui était beaucoup moins immersif. Ouais, mais je l'ai pris vraiment. J'ai essayé d'en faire le plus, de tirer le plus possible de cette expérience-là. Parce que je savais vraiment pas du tout comment on faisait un film. Quand je suis arrivé, j'avais fait mes petites recherches, quoi, mais je connaissais vraiment pas du tout comment ça se passait, quoi, vraiment. Ouais, je parlais du concours. C'est genre le concours qui était beaucoup moins immersif que le concours de... Oui, le concours, c'était un peu plus une formalité. Ouais. Mais disons que le cadre que tu as avec quand même des profs qui ont de l'expérience, en tout cas certains qui étaient vraiment super, des rencontres que j'ai fait, là maintenant avec tous les potes qu'on a rencontrés, maintenant on est tous sortis de l'école, donc on est tous un peu à droite à gauche en train de faire nos trucs. Donc toi, qu'est-ce que t'en as tiré de l'école finalement? Alors moi, l'école, j'en ai tiré déjà plein de choses techniques, parce que juste, je savais pas comment on faisait un film, encore une fois, donc j'en ai profité pour essayer tous les rôles sur un tournage, essayer de voir un peu qu'est-ce qui me plaisait et tout, parce que j'avais l'idée que c'était de la réal, mais après j'étais quand même assez ouvert sur tous les autres trucs, tu vois, que je découvrais, que je trouvais hyper intéressant. Et après, en 2e et en 3e année, j'ai eu la chance de réaliser les courts-métrages de fin d'année, qui sont des projets assez importants pour tous les gens qui sont à l'école, parce qu'en fait, c'est un peu le plus gros projet de l'année où il y a beaucoup de gens qui vont passer du temps sur quelques projets. Il y a une dizaine de projets qui sont sélectionnés sur c'est un peu dommage, ça, d'ailleurs. Ouais. Je trouve ça, enfin, après, c'est vrai qu'on en parlait dans la première émission. C'est vrai que c'est un peu un des trucs que moi, j'aurais reproché à l'ESRA. Après, d'un côté, toi aussi, tu dis que t'en as profité à balle. Moi, je pense que c'est peut-être le truc que j'en tire de cette expérience. C'est j'ai fait des super rencontres, ça m'a permis de vraiment évoluer et tout ça. Mais c'est vrai que d'un côté, si tu profites pas à fond de l'ESRA, de ce qu'elle t'offre en termes d'opportunités, de matériel, de tout ça, j'ai l'impression que tu vois, à la fin de l'année, si t'es pas sélectionné, enfin en tout cas en section réalisation, que ce soit série ou film, c'est vrai que si t'es pas sélectionné pour le court-métrage de fin d'année, quand t'es dans la section, t'es un peu, ah bah j'imagine, ouais. Non mais je sais bien. Tu te fais un peu chier, quoi. Non, je sais bien, mais après, disons que moi je l'ai vu comme une chance, parce que j'ai eu la chance d'être sélectionné, tu vois. Donc ça m'a permis en fait surtout de sortir de l'école avec des images à montrer et de pouvoir, en fait, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers projets, tu vois.
Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est ça le truc, c'est que là, toi, t'as eu cette opportunité qui était incroyable et franchement, c'est génial. C'était un super tournage. Oui, parce que c'est vrai que j'étais dessus. Exactement. C'est vrai que les écoles, moi, je trouve que ça, quand même, ça de positif, c'est le réseau que ça apporte. Ouais, complètement. Naturellement, en fait. Bah, il y en a beaucoup qui le vendent comme c'est la première chose que tu vas avoir en sortant d'école. C'est clair. C'est pas forcément genre des images où, normalement, tu dois avoir un background technique un petit peu plus que si t'avais pas fait d'école. Mais oui, effectivement, le réseau, les contacts, tout ça, quoi. Ouais. Et puis, mais c'est même, je trouve, le réseau même restreint. C'est vrai que des fois, on arrive un peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette attente pour des jeunes réals ou des techniciens de rencontrer des grands réals ou des producteurs qui voudraient t'embaucher dès la fin des études. Mais au final, c'est plus les potes que tu te fais qui vont eux-mêmes avoir leur propre réseau. Ah, mais bien sûr. Oui, complètement. Ouais. Et qui, de rencontre en rencontre, en fait, tu t'avances comme ça, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Et puis, donc ça, il y a le côté réseau avec les potes qui ensuite vont continuer à bosser. Et puis après, tu les retrouves dans l'industrie et t'as la chance de pouvoir bosser avec des gens qui sont tes amis, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Ça, c'est cool. Mais t'as aussi le côté, pour le coup, à l'ESRA, on avait quand même quelques profs qui sont des réals, qui font des trucs, tu vois, qui sont des personnes qui sont hyper investies dans ce qu'ils font. Et notamment en deuxième et en troisième année, quand j'étais sur mes films de fin d'année, il y a un réalisateur du coup qui est expérimenté, qui nous accompagne sur le développement du scénario, puis après sur le tournage. Et c'est vrai que ces rencontres-là que j'ai fait m'ont beaucoup apporté d'un point de vue qu'est-ce que c'est la réalisation, et puis aussi derrière après tu vois les stages et tout ça, parce que j'ai gardé un peu contact avec eux. Ils m'ont aidé un petit peu à avoir mes premiers stages quand je suis sorti d'école, parce que justement quand je suis sorti d'école, j'ai fait des stages, j'ai bossé un peu sur des longs. Oui, t'as pas fait le truc où directement tu sors, tu réalises, quoi. Ah bah non. Bah, disons que... Il y en a très peu d'ailleurs qui font ça. Bah donc, ouais, en fait au début j'étais un peu confus quand je suis sorti de l'école de cinéma, parce que justement j'étais pas prêt du tout à la réalité de qu'est-ce que c'est en fait d'être réalisateur quand t'es pas dans une école de... Oui, de ouf. Parce que c'est ça en fait. Ça coûte de l'argent en fait. Il y a beaucoup de gens qui sortent de là et qui pensent qu'ils sont réalisateurs, mais en fait pas du tout. T'as eu la chance d'être dans le rôle d'un réalisateur sur certains projets, mais t'as encore tellement de choses à apprendre. Parce que c'est vrai que le vrai, je trouve qu'il y a un truc qu'on dit peu, c'est que quand même le gros truc de la réalisation, c'est trouver de l'argent. Enfin, ça fait partie du travail de réalisation, en fait. Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où t'as pas de thunes, tu peux avoir tout bénévole, mais au bout d'un moment, genre juste pour manger. Déjà, tu vois, genre déjà, tu sais que même le truc le plus basique, tu dois avoir de l'argent. C'est genre vraiment, t'as une équipe de 10 qui genre est bénévole, bah au bout d'un moment, ils vont tous devoir manger à un moment. C'est déjà la première dépense, c'est ça. Quand t'as une équipe de 10 sur plusieurs jours, déjà, juste ça, déjà, c'est un budget, quoi. Ouais, gérer de l'humain et trouver de l'argent. Je trouve que c'est déjà les deux premières choses qu'un réalisateur doit savoir faire avant de diriger même des acteurs, tu vois. Et puis même avant d'interagir avec des gens, gérer ses doutes et savoir ce que tu as envie de raconter, savoir qui tu as envie d'être en tant que... Mais ça, normalement, moi, je considère qu'un réalisateur, s'il lance un projet, tu vois, il a déjà passé cette étape-là, quoi, même. Mais justement, si vraiment il est convaincu de son projet, la première étape, c'est trouver un minimum d'argent. Bien sûr. D'une quelconque manière, quoi, je pense. Eh ben, écoutez, comment est-ce que vous avez, genre là, maintenant, vous êtes à peu près à l'étape où vous savez que vous voulez devenir réalisateur, tu as sorti d'école, toi, tu avais fait plein de projets, tout ça. Vous saviez déjà donc que vous vouliez être réalisateur à ce moment-là? On est d'accord? Ouais. Enfin, toi, quand t'es... Moi, complètement. Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes dit, alors, est-ce que déjà vous avez un objectif? Votre objectif, c'était quoi? C'était genre réaliser un film, réaliser un court-métrage. Plus tard, je veux faire ça. Tu vois, c'est quoi un peu le truc que vous étiez mis, quoi? Moi, perso, c'était vraiment... il y a toujours eu cette idée, à partir de mes 20 piges, il y a encore cette envie vraiment de faire un long-métrage, mais qui, je pense, j'avais plus une vision je voulais faire un film assez... quelque chose d'assez populaire. Je sais pas comment le dire autrement avant. Maintenant, j'ai l'impression que je suis en train de trouver petit à petit peut-être un propos ou des histoires que j'ai envie de défendre, qui sont pas forcément les plus
qui vont pas rentrer dans des cases de cinéma populaire aujourd'hui. Mais donc ça s'est affiné au fil du temps, je dirais. Mais il y a toujours eu cette envie de faire du long métrage quand même, ouais. Clairement. Et genre, c'est un peu comment est-ce que vous êtes dit, je veux devenir. Là, mon objectif, c'est réaliser. C'était quoi les étapes que vous êtes mis? Genre, comment est-ce que vous avez planifié votre carrière en fait? Est-ce que vous avez planifié votre carrière déjà? Pas du tout. Vous n'avez pas planifié, non? Non, mais c'est ça le truc. En fait, pour revenir sur ce que je disais, en fait, quand tu sors d'école, je peux parler que de ça parce que c'était mon cas. Mais du coup, il y a personne qui t'attend en fait, et du coup, tu sais pas comment exister dans une industrie où personne t'attend. Il y a pas vraiment de porte d'entrée, même si tu as rencontré des gens et tout, c'est très très dur. Donc, c'est vrai que les 6 premiers mois, je dirais, après l'école de l'ESRA, j'ai fait des stages et tout ça, mais c'est vrai que niveau réel, c'était le flou. Et en fait, c'était le flou jusqu'au moment où j'ai pris la décision, moi, perso, de partir à Londres, en fait. Okay. Donc, je suis parti à Londres. Je suis sorti d'école en 2018, donc en juin, et je suis allé à Londres en mai 2019. Donc, un peu moins d'un an après la sortie. Et c'était dans l'idée, du coup, de faire du clip à fond, parce que déjà, le clip, pour moi, c'était naturel, parce que j'ai l'amour pour la musique dans un premier temps, avant tout. Donc pour moi, faire des images pour de la musique, c'était un truc assez naturel. Et je dirais qu'après, c'était aussi une opportunité d'avoir le plus d'expérience possible en moins de temps possible. En tant que réalisateur. En tant que réalisateur, pour porter des projets, développer une esthétique, j'avais aussi beaucoup conscience que justement, il fallait que j'apprenne à me connaître en tant que réalisateur, tu vois. Et donc voilà, je suis parti à Londres et j'ai passé 4 ans là-bas, où j'ai passé beaucoup de temps à travailler, à faire du clip à fond et un peu de pub. Voilà, comme je disais, là, je suis revenu récemment à Paris il y a quelques mois. Et vas-y, en fait. Non, mais je trouve ça marrant que tu parles de cette idée de départ. J'ai l'impression que, enfin, moi, personnellement, ça a été en fait la même chose, au même moment, quasiment, mars 2019. Ok. Et en fait, ouais, moi, c'est la même personne qui change de voix. Hein. Je sais pas si je vous ai dit. Et moi, en fait, finalement, ouais, je pense que il y a un peu cette idée de, je sais pas d'où ça vient, peut-être sortir de sa zone de confort à un moment donné, je pense. Mais vu que j'étais à Clermont-Ferrand, en fait, j'ai pris la décision d'aller à Paris après avoir fait un clip d'avoir travaillé sur plusieurs clips, notamment avec un groupe qui s'appelle Stupéflip et du coup, qui a eu une petite visibilité et donc je me suis dit, vas-y, je vais à Paris et je vais essayer de trouver un agent, de travailler avec d'autres producteurs que mes potes. Et là, ça a tout changé, quoi. C'est marrant ce truc de pas travailler avec les potes, c'est un truc que je me suis dit aussi. Ouais. D'aller chercher. En fait, moi, j'ai eu une grosse curiosité du monde. Enfin, j'ai toujours eu ça de manière générale depuis que je suis gosse. C'est pour ça aussi l'Angleterre, tu vois, j'avais envie d'aller essayer l'international. Ouais, c'est l'envie de vouloir découvrir une autre manière de faire des films dans une autre culture aussi, tu vois, dans une autre langue. Apprendre à diriger en anglais des équipes techniques, des artistes, des acteurs. Et genre, à partir de quand vous êtes considéré, entre guillemets, réalisateur? Vous vous êtes dit, là, aujourd'hui, genre là, à ce moment-là, je me sens légitime de m'appeler réalisateur? Moi, c'était en février, mars, à peu près 2019. Parce qu'en fait, avant que j'aille à Londres, je m'étais dit, il faut quand même que j'ai fait un clip à Paris pour pas arriver à poil à Londres avec juste des courts-métrages étudiants à montrer. Et je me suis dit, il faut quand même que je fasse un truc avec un groupe français. Et après, comme ça, à Londres, je peux dire, ouais, je réalise des clips, bien sûr. Et donc, en mars, j'ai réalisé mon premier clip tout court. C'était pour un groupe, un duo français qui s'appelle Bolide. Enfin, c'était un trio à l'époque, maintenant ils sont 2. Mais c'est pareil, c'est des amis, d'amis, j'ai pas mal de potes qui sont sur Toulouse, ils sont toulousains originairement. Donc voilà, je connaissais des gens qui, à travers eux, j'ai pu les contacter. On s'est mis d'accord pour le concept et tout. Tu vois, il y avait un petit budget, c'était un truc. Mais en fait, moi, je me suis investi dedans comme un. Ouais, tu t'es dit, c'est la contrat carte là. Pro, voilà, c'est ça. Ouais, okay. Et à partir de là, c'est vrai que j'étais très content de ce premier clip et ça m'a un peu mis en confiance pour la suite d'arriver à Londres. Et là, tu t'es dit, genre, je suis réalisateur. C'était quel aspect qui t'a fait te dire, genre, je suis réalisateur? Disons qu'en fait, j'avais conscience que pour que les gens me prennent au sérieux, il fallait que moi j'y croie déjà. Non, mais c'est super intéressant. C'est vrai, parce que c'est un truc que je pense qui est hyper important dans cette industrie-là. Parce
c'est de pas demander la permission aux gens qu'on te donne des opportunités, qu'on t'appelle réalisateur ou quoi. En fait, d'aller chercher les trucs toi-même, tu vois. Et ouais, c'est clair. Avoir du culot. Hein. Enfin, il faut avoir du culot. Moi, je sais que je m'en suis toujours à peu près sorti en me débrouillant parce que j'ai essayé d'enfoncer des portes et d'avoir du culot, quoi. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est aussi faut s'armer de tous les refus qu'on va avoir, quoi. Et ça, des fois, ça peut mettre un coup au moral, en vrai, quand même. Ah oui. Moi, j'ai eu des grosses périodes de doute où je me considérais plus vraiment réalisateur. Ok. Il y a eu des va-et-vient un peu, je pense. Parce que moi, je pense que, vers mes 21, 22 ans, j'ai commencé à me dire que je pouvais dire que j'étais réel parce que du moment où j'ai commencé à faire peut-être un clip ou un court-métrage autoproduit vraiment de 5 minutes, où j'ai eu l'impression déjà de faire, de défendre le propos que je voulais de base et d'être dans le juste, quoi. Okay. Du moment où j'ai ressenti ça, je considérais que j'étais réel. J'en vivais pas encore vraiment, mais pour moi, c'est ça la réalisation déjà. Mais après, il y a eu des moments de gros doutes, ne serait-ce qu'avec le Covid en 2020. Moi, j'ai repris un petit boulot derrière. Le Covid, j'étais plus réel, quoi. Enfin, j'avais abandonné l'idée presque. Et toi, tu t'es vraiment presque destitué du terme. Enfin, non. Tu t'es pas dit tu t'es dit là actuellement, je ne suis plus réalisateur. Non, mais par exemple, même il y a encore l'été dernier, je pense que j'avais plus trop envie d'être réel. J'avais envie d'être chef-op, quoi. Ok. Donc j'ai des périodes où je vais me concentrer plus sur des choses techniques. Essayer d'être vraiment, d'avoir plus un lien beaucoup plus visuel au cinéma, je dirais, et des périodes où je vais me rejeter dans un projet de fiction, et du coup je vais reprendre une casquette de réalisation, et donc parce que pour moi la réal, c'est aussi penser pas que visuellement, c'est penser en termes de personnages, c'est de penser en termes d'émotions, et c'est autre chose. Là on parle d'un truc qui est quand même à ça de la littérature quand même. Donc il y a un truc un peu différent, je trouve. Ok. Bah ouais, je dirais que c'est un art. C'est assez complexe, quoi. Je dirais ce que tu disais par rapport à tout à l'heure quand tu te considérais presque plus réel et tout. Ça, en fait, c'est aussi la beauté de ce qu'on fait. C'est un truc assez vivant, qui a plein de facettes différentes, et du coup, c'est facile de se décourager, d'avoir des doutes, et mais donc, moi, j'avais une question. C'est très instable, quoi. Toi, par rapport au fait que ton premier court-métrage, tu l'aies réalisé à l'école, est-ce que le fait que tu l'aies réalisé à l'école, en sortant de là, t'avais quand même, tu vois, un projet dont tu pouvais être fier, et tu t'avais pas cette légitimité à pouvoir te dire je suis réalisateur? Non, pas vraiment, parce que j'avais conscience que c'était. Alors, c'est un film dont je suis toujours fier, tu vois, mon film de fin d'études notamment. Mais j'avais conscience que c'était un film produit par l'école, et que j'étais pas dans des conditions réelles, on va dire. C'est des conditions d'étudiant, quoi. Donc même si j'étais dans des conditions avec une équipe, du coup une 30aine de personnes, avec du matériel cinéma et tout, c'était les conditions de production étaient celles d'un film étudiant. Donc disons que c'est aussi une question d'expérience, et c'est pas parce que tu as fait 2 films. Pour moi, c'est à force d'être sur des plateaux, de parler à des directeurs photos, à des chefs déco, à des stylistes, à des artistes, tous les gens qui font le film, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est un truc qui est très collectif, c'est vrai. Ça part souvent d'un moment où tu es tout seul dans ta chambre, mais pour le faire manifester dans la réalité, c'est vrai que ça passe par beaucoup de gens. Puis je trouve que dans le terme réalisation, c'est une posture, des fois. Le terme anglais, il est plus indicatif, je trouve, director. Du coup, tu diriges le projet. Tu diriges, ouais. Et je trouve ça, c'est vrai qu'en France, on a un peu cette idée du réalisateur-auteur, etc. Mais on peut pas être, je pense que on a besoin de moments un peu de break, quand on est à la tête dans un projet. Des fois, moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de temps. En général, moi, je vais faire de la moto et du surf, quoi. Tu vois, j'essaye de me changer un peu la tête. J'essaye de vivre des expériences de vie, tout simplement, et de pas être dans un truc d'acharnement d'écriture, d'acharnement de réalisation. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc, il y a un rapport au travail qui est quand même. En fait, c'est un métier où on travaille tout le temps,
Et à la fois, il y a des moments où on a l'impression que, enfin, une personne lambda se dirait, ouais, mais il travaille pas. Mais en fait, tu travailles tout le temps, finalement. Ouais. Et ça fait partie de toi, en fait. Je considère que c'est un truc en fait, moi j'appelle ça le feu, soit on a le feu, soit on l'a pas, quoi. C'est comme un artiste. T'as des gens, ils ont, comme un musicien, t'as des mecs, naturellement, ils ont une posture d'artiste, quoi. Ouais, moi je me considère comme un artiste avec le métier que je fais. Alors après, tous les réels ne se considèrent pas comme des artistes ou quoi, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'essaie d'avoir cette posture de raconter quelque chose, tu vois. Même quand je fais un clip, qui a priori n'aurait rien à raconter vraiment, tu vois, j'essaie toujours de prendre une posture d'auteur et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce clip, vers où on peut l'emmener, qu'est-ce qu'on peut en extraire, tu vois. Ok. Ouais. Et quand est-ce que vous avez eu enfin, comment dire, quand est-ce que ça a été, enfin, c'était quoi vos premiers vrais projets, je mets des guillemets, que vous considérez, genre, vous vous êtes dit, celui-là, c'est vraiment genre ma rentrée dans le monde de la réalisation, c'est ce projet qui m'a fait me dire genre je suis réalisateur, je gagne ma vie en tant que réalisateur, ou alors tout simplement il y a des gens qui m'ont fait confiance, tu vois, par exemple un projet produit, tu vois, un court-métrage produit ou un truc comme ça, et vous êtes dit ce projet c'est mon premier projet où vraiment je me suis mis à fond. Je sais pas si toi c'est Bolide, c'est ça? Non, pas vraiment. Non, Bolide, c'est un truc que je suis allé chercher parce que j'en avais envie, j'avais envie d'expérimenter de ça, mais en fait, oui, Bolide, ça fait partie des étapes. Disons qu'il y a plusieurs cailloux, tu sais, qui marquent un peu l'avancée de la carrière, quoi. Parce que c'est vrai que c'est une courte carrière, mais il se passe pas mal de choses, puisque c'est des projets assez courts, donc le clip notamment. Donc, en une année, tu peux faire beaucoup de choses, quoi. Et je dirais que le premier vraiment truc comme ça où je me suis dit là, c'est une entrée dans l'industrie, tu vois, en tant que réal. C'était en 2019 toujours, mais à la fin de l'année, en novembre 2019. À Londres, du coup, c'était aussi mon premier projet à Londres où j'étais avec un label, un artiste. En fait, j'ai répondu à un appel d'offres sur un site qui s'appelle Creative Commission et qui est un site où tu as des clips, des pubs, etc. qui cherchent des réals, qui cherchent souvent c'est des réals, mais des animateurs, des monteurs, etc. Et donc là, c'était un artiste anglais. Et en fait, quand j'écoutais la track, parce que t'as la possibilité d'écouter la track, etc. Et t'as un petit brief avec qu'est-ce qu'ils ont en tête ou quoi, des petites références et tout. Et je suis tombé amoureux de sa voix et de l'artiste, en fait. Ça s'appelle Joseph Lawrence. Et en fait, c'est un mec avec lequel je continue à travailler aujourd'hui. On a commencé à bosser ensemble en novembre 2019. Et j'ai réalisé tous ces trucs depuis, en fait, parce qu'on a vraiment construit une relation artistique, quoi, et amicale aussi. Et je dirais que ouais, c'est la première fois qu'un label m'a fait confiance avec un budget, avec un concept, etc. Et ils m'ont suivi en tant que réal, quoi. Donc c'était un peu le premier. Ok. Truc, quoi. Et toi, c'était quoi? C'était quoi la question déjà? La question c'était quoi ton premier vrai projet entre guillemets, genre rémunéré, ou alors t'as senti que là une légitimation. Ouais, c'est ça. Tu te dis là, waouh, c'est entrer dans l'industrie, comme disait Jérémy. C'est hyper bizarre. Moi, j'ai une manière de le vivre. J'ai l'impression que chaque nouveau projet un peu cool, je me dis putain, mais c'est vrai que les autres étaient un peu moins bien. Donc vraiment, c'est lui. Tu vois, c'est le dernier projet que j'ai sorti qui est vraiment celui qui me met le pied à l'étrier. Mais je pense que quand même, je retiendrai En fait, il s'est passé un truc il y a 2 ans qui, pour moi, enfin, me semble encore un peu absurde. Mais en fait, je me retrouve à faire un clip. Donc en avril 2022, un clip en pellicule à Clermont, complètement autoproduit. L'artiste a 0 €. Je mets 1200 € de pellicule en 16 mm. Je ramène une cam de Paris, on tourne à Clermont. Tournage de 2 jours, à moitié dans un truc de gitans où on va voir les gitans. Enfin bon, bref, toute une histoire, quoi. Et le clip, en fait, je le montre à une école de cinéma dans lequel je m'étais un peu inscrit parce que je m'ennuyais. C'était un truc qui s'appelait 1000 visages, 40 € l'année, donc qui donne des cours d'acting et qui est très lié à Courtrajmé. Et donc mon clip est repéré par Courtrajmé lors d'une diffusion à Saint-Denis, à la Basilique Saint-Denis. Et en fait, quelques jours après, je reçois un message. À l'époque, je faisais du théâtre. Et j'étais en pleine répète à 22h, donc tard, quoi. Et je reçois un message en mode « Ouais, mec, t'es dispo dans 10 jours, un samedi, pour tourner un samedi. » Je dis « Ouais, mais ça dépend, c'est quoi ?» Puis je vois le truc arriver, clip et tout. Ah, jamais d'oseille, bon, relou, quoi. Et en fait, le mec me donne un nom, il me dit « Ouais, Mr. Easy avec Angélique Kidjo. » Je me dis « Ah, Angélique Kidjo, ça me dit un truc, quand même. »
Et j'envoie un message à ma daronne en mode est-ce que ça te dit un truc Angélique Kidjo? Et là, elle me dit bah ouais, bien sûr. Elle a chanté pour Macron et tout. Enfin, elle a 4 Grammy Awards. What? Ta mère, elle est balèze. Bah non, mais c'est parce que c'est en fait Angélique Kidjo, c'est une artiste béninoise qui a eu 4 Grammy Awards, qui est mondialement connue. Son surnom c'est Mama Africa, tu vois. Enfin, c'est vraiment l'artiste africaine, quoi. Okay. Et le Mr. Easy en question, c'est un mec. Donc moi, je fais 3 recherches, je connaissais pas, 150 millions de vues sur certains sons. Enfin, je me dis ah oui, bon, je vais peut-être me bouger le cul cette nuit pour écrire une note d'intention. Et donc je me bouge et finalement j'ai le clip. Et finalement, on tourne pas 10 jours plus tard, on tourne 3 semaines plus tard parce qu'en fait, bien sûr, aucun studio sur Paris était dispo dans les 10 jours. Et on arrive à s'en sortir et je me retrouve avec un budget de 60 000 balles. Enfin, chose qui m'est jamais arrivée, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'était première grosse rentrée. Ouais. Et puis avec une production anglaise qui vient me chercher à Paris. Et en fait, les mecs m'ont juste repéré avec une story que j'avais mise sur Instagram de ce fameux clip tourné à Clermont. 1 mois, 2 mois avant, avec dans le truc de Gitan. Et tu l'avais genre sponsorisé là? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un service que j'ai rendu à un producteur qui était en prod exé sur le projet. Je lui avais rendu service 7 ans avant à Clermont. Je lui avais filé du matos gratos. Je lui avais dit, tu me dois rien, je m'en fous, je te file mon Ronin pour que tu filmes ton court-métrage pendant 1 semaine. Et en fait, 7 ans plus tard, il revient vers moi en mode, j'ai toujours continué à suivre ton travail, mec. Et du coup, là, je viens de voir ce clip, je le trouve trop bien. Et donc, est-ce que t'es dispo? Là, on vient de m'envoyer ça il y a 2 heures. Donc, je te mets sur le truc si t'es chaud, quoi. Morale, aider les gens. Non, mais c'est un truc, pour le coup, ça, c'est un truc, j'y ai repensé récemment. Je pense que c'est un métier où, de manière générale, dans la vie, il faut toujours être à 100% et toujours être au max et toujours le karma. Essayer d'aider les gens. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi de faire un truc, de rencontrer quelqu'un et que ça se passe bien, mais j'en pense rien. Et en fait, des années plus tard, la personne revient vers moi, me propose des projets et tout. Et c'est des trucs, tu te dis, putain, à l'époque, si je n'avais pas parlé à cette personne, ou si j'avais pas mis cette story, ou si j'avais pas fait ce clip-là, ou si même les projets qui ont pas de thune, même les trucs où si tu sens qu'il y a un truc à faire, il faut le faire, il faut aller le chercher. Faut être humble, en fait, je pense. Faut avoir de l'humilité, et puis il faut être... moi, par exemple, le fait d'être chef-op, c'est surtout venu d'une envie de travailler avec d'autres réals, d'avoir d'autres visions, de filmer d'autres visions, en fait, que la mienne. Et ça n'a jamais été un truc pécunier à la base, ça a été surtout l'envie de me projeter dans la vision de quelqu'un d'autre et de l'aider à fond dans son truc, quoi. C'est surtout cette envie, c'est pour ça que je kiffe aussi être chef-op, quoi. C'est de pouvoir supporter la vision d'un autre réal que ma propre vision. Je trouve ça hyper intéressant. Et presque consolider la tienne, finalement. Ouais. Parce que ça te permet de voir ce que t'aimes pas, les choix que tu fais. Et puis j'apprends, en fait, en voyant d'autres réals bosser. Et vu que je suis moi-même réal, il y a des trucs où je sais que sur le set, on va parler la même langue, hein, finalement. Et puis, je sais que des fois, je prends un peu... je vais me projeter dans sa réal à lui et je vais me dire ah putain mais non, faut qu'on retourne ce plan là, mec, ton acteur il y est pas. Enfin tu vois, j'essaye aussi d'avoir ce truc où je suis pas là juste pour faire des images quand je suis chef-op pour un autre réal, je travaille vraiment avec lui, quoi. Enfin, pour moi, c'est important. Ouais, bien sûr. C'est une rencontre aussi de faire des films. C'est tout le temps des rencontres avec des gens, avec le côté l'équipe et puis l'artiste aussi. Tu sais, t'as tout le temps plein de choses qui se passent, mais c'est des moments qui se créent. Enfin, et c'est vrai que tu le sens tout de suite quand t'as des collaborateurs. C'est pour ça c'est important de s'entourer des bons collaborateurs qui te correspondent. Ouais, bien sûr. Tu vois tout de suite quand c'est une personne qui a le feu ou pas. et qui va aller faire à la guerre avec toi, tu vois, pour faire le film. Et vice versa, tu vois. Moi, ça m'arrive d'être embauché pour faire de l'étalonnage ou du montage ou même de directeur photo sur des trucs. C'est vrai que c'est moins mon truc que toi. Toi, t'es vachement plus direction de photo. Disons que t'es... Ouais, mais j'ai commencé étalonneur. Mon tout premier job payé indépendant, c'était étalonneur. Je suis arrivé à la chefferie. Je suis arrivé à la direction photo par l'étalo. Mais je pense que c'est quand même vachement lié. Tout est lié de toute façon. C'est deux métiers. C'est un grand truc et tous les différents métiers sont différentes facettes du truc quand même.
Ouais, mais c'est vrai que l'étalo m'a beaucoup appris sur telle optique avec tel type de capteur, ça a tel teinte, tel type d'éclairage sur une peau blanche, noire, ça donne ça, tu vois. Enfin, oui, de toute façon, à partir du moment où tous les effets que tu peux faire, les trucs, les expérimenter, parce que parfois c'est pas ton projet, donc tu vas dire je vais pousser un peu le look là ou quoi, sans faire de la merde, tu vois, mais en t'autorisant des choses que tu t'autoriserais pas forcément toi pour ta DA perso, alors qu'en fait non, il faut tout le temps être ouvert, il faut tout le temps aller. Ouais, grave. Et genre, vu qu'on parle de look, de vraiment là on parle image, on parle création, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, parce que c'est quand même un gros challenge en tant que réalisateur de se définir, alors il y a les histoires bien sûr, qu'est-ce qu'on veut raconter, comment on veut le raconter, mais je pense il y a aussi un autre truc vachement important, c'est le look, c'est l'image qu'on veut donner à ces projets. Et c'est vrai que moi je le vois encore, je sens que j'ai encore quelques projets avant de pouvoir dire genre mais ça c'est ma patte, ça c'est mon visuel. Est-ce que vous, ça date de quand ce truc, ou est-ce que c'était rapide, ou alors vous êtes dit en fait je sais déjà les images que je veux, comment les rendre? Moi ça a mis aussi, il y a un projet où depuis en fait c'est un truc que je déroule depuis 3-4 ans. Après c'est un truc très cyclique, hein. C'est-à-dire que il y a eu ce projet où j'ai commencé en fait à poser les cams, où je me suis en fait mis des contraintes. Alors, moi je travaille beaucoup sur la contrainte perso. J'essaye de, par exemple, me dire, je mets aucune caméra en mouvement, c'est que du zoom sur trépied, quoi. Ou que du trépied plan fixe, quoi. Et j'ai fait ce premier projet et je trouve ce clip trop cool, quoi. On a trop bien bossé avec le chef-op Adrien Lalo à l'époque. Enfin, tu vois, ça a été ce premier projet qui m'a mis un peu le pied sur un espèce de look. Mais pour moi, chaque projet doit être différent. Enfin, le look doit correspondre à la narration que tu veux défendre. Bien sûr. Et mais par contre, en tant que réal, il y a plus. Je pense que c'est dans les mouvements de caméra ou dans par exemple, on parle souvent du mouvement Spielberg. Ouais. Tu vois, par exemple, avec ce travelling avant, où tu sais pas si tu regardes le perso en champ. Mais typiquement, ça, c'est pas du look, mais c'est un mouvement Spielbergien. Tu vois, on comprend tous, on voit tous ce film, enfin ce shot, et on sait que c'est Spielberg qui le fait, quoi. Okay, moi, c'est venu un peu sur le tas en fait, parce qu'en fait c'est pas forcément moi qui l'ai remarqué. Disons que moi personnellement je suis attiré par un certain genre, on va dire esthétique, et même au niveau du cinéma, c'est vrai qu'il y a certains films que j'aime beaucoup comparé à d'autres, même si je suis très ouvert. Et donc naturellement il y a une esthétique vers laquelle je suis attiré, et je pense que quand j'ai commencé à faire du clip, je m'inspirais vachement de cette esthétique, et du coup j'essayais un peu de trouver les codes de ce look, et en respectant ces codes-là. Et après, forcément, au fur et à mesure, au fil des projets, tu t'expérimentes, parce que c'est vrai que t'as pas envie de faire la même chose sur chaque projet. Bien sûr. Et je pense que c'est important aussi. Moi, à chaque fois, sur chaque projet, j'essaie d'essayer un effet, d'essayer un mouvement de caméra, d'essayer une couleur, d'essayer un truc, tu vois, qui va me permettre de pouvoir mettre un peu plus de trucs dans mon sac, tu vois, de tours dans mon sac. Mais en fait, je pense que sur le point du look, en fait, c'est des gens qui sont venus me voir et qui me disaient qu'ils aimaient bien mon côté un peu, ils appellent ça le côté anglais, un peu froid, un peu avec du grain, assez contrasté. Comment? Sally, un peu grunge. Ouais, je sais pas, ouais. En tout cas, les gens viennent souvent me parler de ça, et souvent on m'embauche aussi pour ça. Ok. On me dit qu'ils cherchent un truc par rapport à mon look, par rapport. Ok. Mais tu vois, moi je trouve qu'il y a un truc qui est hyper représentatif, c'est de regarder un compte Insta, les comptes Insta des gens, mais juste le défilement de juste des images en carré. Tu vois un peu déjà la vibe, et moi je sais que c'est assez marrant, parce que du coup c'est par ordre chronologique les posts, et on voit mes périodes. J'ai des périodes bleues, j'ai des périodes. Là en ce moment je suis dans une période vert jaune sale pisseux, un peu là, un truc un peu dégueulasse. Et j'adore j'ai envie de faire que des trucs comme ça là, en ce moment. Du coup, naturellement, je vais vers ce genre de lumière. Mais en octobre, par exemple, septembre-octobre, je voulais faire. J'étais hyper attiré par un truc très bleu, Moonlight, quoi. Enfin, ouais, je vois ce truc. Et je pense de toute façon, c'est important. Moi, c'est un truc que je fais personnellement. Je suis en veille constante de tout ce qui se passe. Enfin, j'essaie vraiment de garder un œil sur les clips qui sortent, les pubs, les techniques de filmer, enfin comment filmer des gens, etc. Et du coup, ça informe un peu aussi, tu vois. Sur Instagram, typiquement, tu sais, je save pas mal de choses. Dès que je vois un truc qui m'intéresse pour une raison ou une autre, tu vois, j'ai des catégories, genre montage, étalo, réal, nanana. Et du coup, je save en fonction des catégories. Et quand je fais un traitement, quand je fais un truc, quand je réfléchis à une idée que je développe ou quoi,
Juste, je regarde des trucs, je vais taper un peu dedans et ça m'inspire sur des choses, quoi. Je sais que moi, je travaille beaucoup aussi avec des références de peinture, des références de photos, par exemple, genre des mecs comme Crutzen ou en peinture, dans de la peinture peut-être hyper classique, genre Delacroix ou par exemple Géricault, par exemple le travail de la lumière ou les Rembrandt, enfin tous les peintres hollandais. Obscur, tout ça. Mais c'est complètement moi des grosses inspirations. C'est comment ils travaillent leur lumière, tout vient de là. Donc pour moi c'est vraiment le look de réalisation. Je trouve c'est un truc qui est un peu pour eux. Par exemple, je prends mon dernier court métrage. J'étais complètement dans des visions un peu avec des références de peinture, genre Dante, des références comment est représenté l'enfer dans les peintures. Ouais. C'est surtout ça qui m'a intéressé. Et bien sûr, aussi des projets hyper contemporains de pubs, de clips, de films. Et est-ce que, vu que là, entre guillemets, on va dire que votre objectif de vouloir devenir réalisateur, vous l'avez atteint. En tout cas, ce premier objectif-là. Qu'est-ce que ça a changé à partir du moment où vous vous êtes dit, genre, OK, je suis réalisateur. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? C'est un peu tous les jours. Tous les jours, tu te dis ça. OK, maintenant, disons que quand tu es réel, et surtout en Angleterre, il n'y a pas d'intermittence, par exemple. Donc, moi, j'étais à mon compte pendant 4 ans sans la sécurité financière, tu vois, si j'ai pas tant de projets ce mois-ci, je sais que je vais pas bouffer, quoi. Donc, j'étais tout le temps dans le truc d'aller chercher des projets, de devoir travailler tout le temps. C'est quoi ta question déjà? J'ai oublié ta question. La question, c'était, à partir du moment où vous avez atteint l'objectif d'être réalisateur, vous vous êtes dit, c'est quoi l'étape d'après? Okay. Par rapport, par exemple, là, on parle de pub, on parle de clip, on parle de tout ça. On parle un petit peu de fiction, mais quel est l'objectif suivant? C'est fiction? Ouais. Disons que je sais pourquoi j'ai commencé à parler de ça. Okay. Le fait d'avoir beaucoup de projets, etc. Parce qu'en fait, pendant 4 ans, j'étais tellement dans l'objectif d'en vivre et de continuer. Et puis, tu sais, t'es dans un engrenage, donc je cherche pas forcément du travail pendant 4 ans. En fait, un projet en amène un autre. Tu rencontres des producteurs qui ensuite te rappellent, etc. Donc, t'es pas tout forcément dans ce truc de planification, mais plutôt de vivre le truc. Et c'était 4 ans très intenses. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est qu'après ces 4 ans-là, quand récemment je suis venu à Paris, que j'ai un peu pris du recul sur justement ce moment de charbonnage non-stop et OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est concrètement que je veux faire prochainement? Quelles sont les étapes qui pourraient m'amener là, tu vois? Donc, j'essaie de réfléchir maintenant de plus en plus stratégiquement, on va dire, et aussi quand j'accepte ou non un projet, parce que je refuse de plus en plus de projets aussi, tu vois, avant, je disais oui à tout. Et je pense que savoir ce que tu veux pas faire, c'est déjà une manière de savoir où tu veux aller ou plus faire. Et après, c'est comme pour ce qu'on disait tout à l'heure, le fait il faut que tu aies un minimum de vision pour ce que tu veux faire pour que tu puisses aller la chercher, parce qu'il y a personne qui va venir te voir en te disant il faut que tu fasses ça et ça pour faire ça, tu vois. C'est à toi de te casser la gueule et de te relever et comprendre, OK, bon, pas comme ça. Et voilà, quoi. Mais après, moi, dans les projets à venir, plus ou moins à venir, il y a quand même aussi cette envie de consolider sur tout ce qui est mon travail en écriture, surtout. Après, j'ai postulé aux Beaux-Arts de Paris aussi. Là, récemment? Ouais, parce qu'en fait, il y a un atelier d'un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Clément Cogitor. J'espère que tu regardes cette émission. Et qui s'appelle Clément Cogitor, et moi je viens plutôt du docu à la base, et il avait fait un documentaire, ma prof de documentaire à la fac nous avait montré ce qu'il avait fait pour un projet qui s'appelle Les Indes galantes, avec des danseurs de crump, et du coup, et d'ailleurs pour la petite histoire, les danseurs des Indes galantes, il y en a donc 4 que j'ai pris aussi sur ce clip de Mr. Easy dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'était un peu une revanche sur la vie. Et donc j'ai postulé pour les Beaux-Arts de Paris, mais ça c'est plus dans une optique d'avancer sur mes projets d'art vidéo, mais qui sont hyper liés avec ce que je développe en fiction, qui sont toujours des thèmes autour de personnages héroïnomanes. Notamment, je travaille beaucoup autour des héroïnomanes à la campagne. Et donc j'essaie d'avoir un propos sur les campagnes françaises, sur l'abandon des campagnes, notamment l'abandon culturel, social, des pouvoirs publics. J'essaye de questionner ça un peu, et je trouve que, il y a toujours un propos autour de la drogue en général, et du coup c'est un peu ça le projet. Donc là j'ai un film qui est
en écriture, et donc peut-être, espérons, financement. Le mec du CNC, j'espère que tu regardes aussi. Et, on espère aussi. et donc ouais, voilà, course au financement, enfin course. Avec Arnaud, donc mon producteur, là, on va aller chercher les financements maintenant. Donc ça, c'est le gros dossier des prochaines semaines, mois, quoi. Donc objectif fiction. Objectif fiction et complètement, mais qui est pas séparé ni personnellement de mon travail en tant qu'artiste presque quasiment plasticien que je développe de plus en plus, et qui est pas si éloigné aussi de ce que j'ai envie de développer en clip ou en pub. Alors pub c'est un peu différent, mais où le clip et la pub sont plus des terrains d'expérimentation purement visuelle. Peut-être le clip a un peu plus de liberté narrative, mais c'est plus des terrains d'expérimentation visuelle, alors que la fiction, j'essaye de moins en moins de penser au visuel et de vraiment me concentrer sur qui sont mes persos, même si je sais que j'ai une façon d'écrire où souvent je vais commencer par faire la note d'intention, un peu comme quand on pitch un clip. Je vais commencer en faisant l'inverse de ce qui est recommandé, parce que ça me permet d'avoir une espèce de base sur lequel après moi j'écris, en fait, je développe, mais je préfère poser un peu mes envies comme si je faisais un clip, parce que ça me parle plus, c'est plus mon workflow de base. Donc en fait, même si un jour tu fais de la fiction, c'est pas genre je commence par le clip et puis je finis par la fiction, t'aimerais bien toujours avoir ce truc de si je fais de la fiction, ça veut pas dire même si un jour je fais un long métrage et que ça. Je ferai toujours du clip à côté. Ok. Ouais. C'est ma question. Pour moi, un peu, par exemple, j'adore Michel Gondry, par exemple. Et j'ai toujours ce gars en tête qui, pour moi, est une espèce de génie. Mais pourtant, ces films sont assez distincts de ce qu'il fait en clip. Parce que c'est vraiment un artiste vidéo, quoi. Et ce qu'il fait aussi en côté art plasticien aussi, parce que tous les trucs qu'il fait, le stop motion et tout ça, qui sont hyper créatifs. Il y a un côté hyper shaper, mais qui est, enfin moi en tout cas, qui m'inspire beaucoup dans sa manière de voir son travail artistique. Et en fait, on sent qu'il y a une porosité entre ce travail-là et ses longs métrages. Et je trouve que c'est une super manière de travailler, en fait. Bah, c'est intéressant parce que moi quand j'ai commencé à faire de la réal, j'avais l'idée de faire du clip à fond. Mais c'est avec l'idée de faire du cinéma sur le plus long terme. Et je pensais pas aimer ça autant, en fait. Je pensais pas que... Tu pensais que ça allait être genre la corvée. Je pensais que ça allait être une étape, le clip. Mais je pensais que j'allais vite m'enlacer et que j'allais essayer de passer à quelque chose de plus long, on va dire, sur l'investissement, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est un truc que j'adore parce que ça te permet d'expérimenter, de comprendre une esthétique, encore une fois, d'essayer plein de choses et de faire des rencontres aussi. Parce que je pense que une autre dimension du clip, c'est tout le temps que tu passes à le faire et les gens que tu rencontres avant, sur le plateau, après, etc. Et toute la culture qu'il y a autour, en fait. Et à Londres, notamment, j'ai eu la chance de faire des clips pour beaucoup de genres différents. Et chaque genre a sa culture, a ses codes. Et donc, en fait, tu rencontres des gens différents, mais tu fais aussi des projets qui sont hyper différents et qui t'informent après en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu différentes facettes. Mais pour moi, ce qui compte, c'est l'expression personnelle, tu vois. Et si ça passe par un clip ou une pub ou un film, c'est des formats et des manières de s'exprimer différentes, avec des codes différents, etc. Pareil, tu disais, c'est moins penser à l'esthétique sur un film ou quoi, parce que c'est une autre manière de raconter une histoire. Et je comprends ce que tu veux dire. Parce que là, en ce moment, c'est pareil. Je me suis penché plus sur l'écriture depuis 2-3 mois. Et c'est une manière complètement différente d'aborder la création. C'est ça. Qui est hyper intéressant parce que du coup, c'est moi qui étais beaucoup dans ce format clip où j'en ai beaucoup bouffé. Donc, ça fait du bien aussi de sortir un peu de ça et ça te fait respirer un peu, d'avoir des nouveaux challenges et tout ça. Mais c'est vrai que je me vois pas arrêter de faire du clip parce que je fais du cinéma ou. En fait, le truc qui est important, je pense, c'est qu'en fiction, c'est de réussir à sortir de ce cadre hyper visuel, purement visuel, comme on peut l'avoir en clip. Sinon, en fait, on recrée un peu des archétypes de personnages surtout, ou des archétypes d'histoire. Et je pense que personne n'a envie de regarder un film où on l'a déjà vu 15 fois, qu'on a déjà vu 15 fois tel type de perso, etc. Mais c'est vrai que c'est très particulier d'un moment de revenir à un truc qui ressemble plus à un genre de schéma. Enfin, c'est que des schémas, quoi. Enfin, moi, je sais que là, ces dernières semaines avec Arnaud, donc le producteur qui m'accompagne, quand on se voyait en rendez-vous, nos rendez-vous avaient plus l'air de trucs où on faisait de la géométrie plus qu'autre chose, quoi. Enfin, c'était vraiment, on faisait des traits partout avec des personnages, machin. Mais au final, je trouve qu'il y a un truc qui est bien dans la fiction, c'est qu'en fait on commence. Enfin, moi je trouve que personnellement
j'ai l'impression d'être dans le juste en faisant de la fiction, quoi. En tout cas, à ce rythme-là. Alors, c'est forcément long. Il y a un rythme plus long, moins immédiat que le clip. Ouais. Mais c'est aussi l'avantage du clip, hein. C'est ce côté immédiat de. Ouais, c'est de l'adrénaline, en fait. Ouais. Pilule que tu te prends. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, c'est un temps d'expérimentation, là, dernièrement. Moi, c'était, je sais pas, j'ai eu une passion filmée, enfin, passion. C'est un truc que je fais déjà depuis un moment, mais moto qui se met en Y, quoi. Trop fan de ça, quoi. J'adore. J'ai une petite question à vous poser que je trouve assez importante et qui, même pour les personnes qui écoutent, je pense que c'est important de questionner ça. Est-ce que vous doutez? Alors, d'après ce que j'ai compris, toi, ça t'arrive. Mais est-ce que, par exemple, sur l'objectif d'un jour, réaliser un long métrage ou alors d'un jour pouvoir... Personnellement, moi, je doute tout le temps. Et je pense que c'est important, tu vois, de douter. Sinon, si on est trop sûr de soi, on évolue peut-être, on évolue pas ou peu, je dirais. Et je trouve que c'est important d'évoluer dans son travail. Mais en même temps, il y a un truc où je suis complètement, je suis sûr de moi, paradoxalement, je suis en même temps sûr de moi en sachant que je ferai ça toute ma vie. Enfin, je sais que je ferai des films toute ma vie, mais je sais pas si j'en vivrai toute ma vie. Je sais pas si je serai un réalisateur toute ma vie, mais je me vois bien faire des films jusqu'à la fin de mes jours, ouais. Clairement. Toi aussi? Oui, non, mais c'est vrai que moi, je pense qu'on a une vision assez similaire là-dessus. Moi, le doute fait partie de mon quotidien. Il y a tout le temps des moments où je vais douter d'un truc, tu vois, ça à différentes échelles, mais sur un projet, un plan, un truc, une idée, ou qu'est-ce que je fais de ma vie tu fais pas un CDI? Non, mais c'est vrai que c'est dur parce qu'en fait, j'ai l'impression de vivre dans c'est dur. Je me plains pas parce que j'ai la chance de faire un métier où je fais quelque chose qui me passionne et j'en vis, tu vois, donc je me plains pas. Mais c'est pas facile justement, j'ai l'impression de vivre un peu en parallèle de la réalité, dans une réalité un peu parallèle, dans le sens où moi, ce qui m'anime, tu vois, et les choses qui m'intéresse, c'est ce qui est lié à l'univers de faire des films, quoi. Que ce soit du clip, enfin voilà, on en a parlé. Donc je dirais que le doute me fait vivre un peu dans une réalité parallèle. Donc en fait, vous doutez plus de plein de choses que de vraiment être réalisateur, quoi. Non, mais c'est vrai que pour le coup, comme toi, je dirais que je vois ça de manière un peu indéniable, tu vois. Genre, je me verrais pas faire autre chose. Okay. Je pense que si je peux, je ferai des films toute ma vie. Voilà, mais il y a des moments qui sont forcément peu évidents, hein. Il y a des moments comme, par exemple, là, je prends il y a 2 jours, j'avais mis des clips pour un festival. Il y en a 2 qui n'ont pas été pris. Et tu mets tes thunes, fait mal, mais voilà, mais ça fait mal parce qu'on se dit ah punaise, mais en fait je suis pas bon, quoi. Enfin, et puis après en fait puis après on se rappelle que ben non, mais ce même clip il a gagné un prix à un autre festival et ça on oublie en fait. Et en fait, mais forcément la moindre mauvaise nouvelle, enfin moi personnellement je le vis comme un mini drame quand même, donc j'ai appris à m'armer. Mais je pense que c'est parce que toi comme moi on a cette dimension hyper viscéral de ce rapport viscéral à ce qu'on fait, et du coup on en a parlé vite fait du refus tout à l'heure, ça fait partie du quotidien quand t'es réel de faire des traitements qui sont pas sélectionnés. Ouais, bien sûr. Je veux dire, moi jusqu'à présent c'est beaucoup plus de traitements qui n'ont pas été pris que de traitements qui ont été pris, mais c'est jamais du temps perdu parce que c'est tout le temps des trucs qui t'informe, que tu gardes, que peut-être va devenir l'équipe pour un autre artiste ou qui font évoluer. Tu vois, par exemple, un truc, j'avais écrit ça c'est un bon exemple pour parler de ça. J'avais écrit un traitement pour un appel d'offres pour un clip pour un groupe anglais que j'aimais beaucoup. J'adorais la track, j'étais vraiment inspiré sur le délire qu'ils voulaient faire. Et j'avais écrit un petit scénario de court-métrage un peu, parce que c'était une track qui faisait peut-être 5-6 minutes. Et j'avais envie de faire un truc très narratif, voilà. Et j'avais été présélectionné, donc j'avais parlé au label et tout, mais finalement le truc s'était pas fait. Et je crois que même le projet finalement est sorti plus tard et tout. Enfin, ça c'est des trucs qui arrivent souvent aussi dans le clip. Mais du coup voilà, j'oublie ce traitement et 1 an après, je me retrouve dans une situation où je réponds à un appel d'offres pour un groupe français, qui sont des amis aussi, mais qui cherchaient un peu à faire des images. Et en fait, il se trouvait que le scénar que j'avais écrit pour l'autre groupe
collait exactement à ce qu'on essayait de faire là, donc je l'ai un peu réadapté. Mais c'est jamais perdu, quoi. C'est toujours réutilisé, réinterprété. Mais c'est marrant parce que moi, c'est pareil, ça m'est arrivé un paquet de fois. Je pense que 90% des notes d'intention qu'on m'a demandé de faire en clip, en tout cas, c'est parce que pub, c'est vraiment, ça n'a rien à voir pour moi, mais c'est vrai qu'en clip, c'est jamais perdu parce qu'en fait, c'est un truc qui, en fait, ça, puis en plus, ça va mûrir en nous, ça va maturer. Et en fait, on va le réadapter. Et au bout d'un moment, en fait, cette idée qui a été un peu faite comme ça, en fait, elle va être vraiment en nous, quoi. Et moi, je sais que pareil, la première fois que j'ai envoyé mon scénario de court-métrage, là, qui est en fin d'écriture, donc c'était il y a déjà 2 ans, quand je l'ai envoyé à des prods, je crois que sur 70 mails, j'ai eu 3 réponses. Et ça fait un coup à l'ego. Mais je me souviendrai toujours. J'ai ma liste de ceux qui m'ont jamais répondu, tu vois. Eh ben, écoutez, on va passer au moment anecdote. Alors là, l'objectif de ce passage, c'est que vous allez nous raconter une anecdote à vous. Donc, ça peut être un moment que vous avez vécu, que vous trouvez pertinent, marrant, drôle. Ça peut être une anecdote aussi d'un tournage d'un réalisateur sur un connu ou voilà, même si on préférerait que ça vienne de vous, bien sûr. Moi, je sais que dans mon dernier court-métrage, il y a un moment, il y a un plan du personnage qui est au bord d'une espèce d'étang, un lac, on sait pas trop quoi. Et en fait, nous, quand on fait les repérages, on se dit ouais, c'est pas mal, il y a de la bonne vieille vase dégueulasse, tu vas te jeter dedans, ça va être visuel et tout machin. Et en fait, le jour du tournage, donc le matin, 7h30 du mat, un dimanche à Saint-Étienne, déjà ça dresse le tableau, quoi. Et du coup, on arrive et là, on voit 3 mecs qui regardent un truc dans l'eau, mais trois vieux monsieur, quoi. Et en fait, on voit qu'il y a une voiture qui est dans l'eau, mais vraiment, la bagnole est dans l'eau. Moi, je vois ça, je me dis, putain, les gars, on dit rien. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un mort dedans. Et sauf que là, on voit les flics, les pompiers arriver. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de juste prendre 5 minutes pour filmer le plan en 10-15 secondes et qu'on a foutu dans le film. Mais on n'a jamais su s'il y avait un mec. Ah, ok, je crois que t'allais dire, et là, il y avait un mec. Il y a un mec qui est remonté. En décomposition. Mais non, on ne saura jamais. On a filmé ça et on l'a mis dans le clip. Mais non, au final, non, je pense qu'il y avait rien. Mais ouais, il y a eu un moment. Et du coup, c'était un peu lunaire parce que du coup, on a tourné la suite de la séquence à côté des pompiers et des flics qui étaient juste à côté de nous, qui nous voyaient en train de tourner. Et on était, désolé, les gars. Faites votre boulot, hein. Et c'était, mais faites votre boulot aussi. C'était un peu lunaire comme situation. Moi, j'essaie de réfléchir un peu à un truc drôle, mais j'ai pas vraiment trouvé de truc remarquable. Je peux peut-être parler d'un truc un peu moins joyeux, mais qui fait partie aussi de la réalité de faire du clip notamment. Ça m'est arrivé sur un clip avec un artiste anglais, un rappeur qui est signé par Sony, qui s'appelle Ben Doke. C'est drill, très gang, voilà. Et même historiquement, son père... c'est un mec qui a lancé, on va dire, qui est responsable pour le lancement des émeutes à Londres en 2000, je sais plus combien, je crois que c'était 2006, mais je suis pas sûr. Enfin bref, c'est parce que c'est lié à l'univers des gangs, etc. C'est un mec qui vient de là et du coup, sur le tournage, on a eu pas mal de moments un peu chelous, quoi. Où dans un premier temps, le matin, on tourne dans une maison. Décor chez l'habitant et on tourne une scène et il est en pause ensuite pour le prochain truc et puis on entend des cris dans le salon et en fait ils sont en train de se battre dans le salon parce que il y a un pote à lui qui avait ramené un couteau et il voulait pas d'armes sur le plateau donc il a embrouillé son pote, ils se sont battus, etc. Ouais. Grosse ambiance, ouais. La meuf qui est la propriétaire du décor qui est en pleurs, qui appelle le producteur, il s'en battait les couilles, il fumait une clope devant la maison, enfin truc lunaire, quoi, vraiment. Et ça a mis l'ambiance pour le reste de la journée. On a continué à tourner dans un autre décor et l'artiste avait pris le seum un peu, il était plus dans le délire de tourner un clip. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est qu'on a tourné dans une église. On a passé pas mal de temps à set-up. On a peut-être passé 2-3 heures à mettre en place les lumières, etc. Et en fait, il voulait plus sortir de la voiture. Il voulait plus tourner. Il voulait plus. Ça prenait trop de temps pour lui. Ah ouais. Et donc, il a fallu que son manager le supplie de sortir pour une prise. Donc, il a dit, je sors, je fais la prise et je me casse. Et toi, tu l'as on a fait une prise et c'est la prise qu'il y a dans le clip. Tu t'es dit genre,
T'étais en PLS quand toute la c'est comme journée, ça, ou... non, mais quand c'est un truc aussi que tu apprends avec le clip, c'est de toujours devoir rebondir aux aléas du direct. mais pour ça, il faut être hyper organisé en amont. Il faut avoir quand même un découpage, un canevas de base, quand même un peu charté. Ah, tu débarques, tu sais pas ce que tu fais. Le mec, là, t'es en PLS avec un truc qui ressemble à rien, c'est sûr. Non, mais il faut avoir préparé un minimum. Et tu vois, le fait d'avoir un découpage, etc. Je savais, ok, bon, ça, on fait péter. On va faire ça, mélanger deux scènes. Enfin, tu vois, parce que je savais qu'il y allait avoir qu'une prise de toute façon. Donc à partir de là. Et t'es content de cette prise? En vrai de vrai, il a donné ce qu'il a donné. Ok. Putain, tu devais être en PLS. Le clip ressemble pas forcément à ce que j'avais imaginé de base. Il y a des scènes qu'on n'a pas tournées. Parce qu'il voulait plus tourner après ça. Oh, putain. Enfin bref, voilà. C'est des choses qui arrivent. Mais ouais, finalement, c'était une expérience intéressante quand même. Bah, tu m'étonnes. Et j'ai rencontré là-dessus des producteurs qui après m'ont fait bosser, après, etc. Donc, tu vois, c'est... Des mauvaises expériences peuvent devenir des bonnes expériences. Ok. Eh ben, écoutez, est-ce que pour le mot de la fin, est-ce que vous avez un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut devenir réalisateur? Je vais te dire un truc méga bateau, mais en vrai, comme dit Orelsan, prends une caméra et filme, quoi. Enfin, non, vraiment, le meilleur truc à faire, c'est, je pense, d'aller voir des films, d'essayer d'en faire, et puis aussi, en fait, de pas avoir peur d'envoyer des mails à des prods, et puis d'essayer de rencontrer d'autres réals aussi. Même si il y a eu pendant quelques années un espèce de délire concu, c'est la concurrence et tout. Encore un peu aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça que je fais aussi cette émission, c'est parce que j'aimerais bien un peu casser ce truc de on se fait tous on se fait tous la concurrence. Il y a de la place pour tout le monde dans l'industrie. Même se soutenir, vrai, tu vois, genre se soutenir entre nous, ça permet aussi de pouvoir, s'il y en a un qui monte, il fait monter les autres avec, quoi. C'est changer les bons plans, etc. Non, mais ça c'est hyper important. Donc essayer de se créer une petite famille autour de soi, c'est hyper important. Et avec cette petite famille, faire des films. Voilà. Bien sûr. Je pense essayer de pas le faire tout seul non plus. Ouais. Moi, alors pendant ma période à Londres, je m'étais fait un petit truc hyper cheesy, truc que je me répétais en fait un peu tous les jours. Je suis un bon réalisateur. Comment tu dis un motto? J'y crois. Quoi? Un mantra, un truc que tu dis et que tu te répètes en boucle. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un truc qui est toujours valable maintenant et je pense que c'est peut vachement aider des jeunes réals. Alors je disais, en fait, c'est un truc en 4 étapes. C'est juste des petits mots, tu vois. En gros, pour moi, le premier truc qu'il faut que tu fasses, c'est de travailler dur. Parce qu'il y a rien qui va se passer si tu prends pas la caméra dans un premier temps, si tu essayes pas d'avoir réfléchir à un scénario, un truc. Enfin, ça part d'un truc où il faut travailler, c'est rigolo, mais si t'es sérieux et que tu veux vraiment sérieusement devenir réalisateur, il faut s'investir, quoi, sérieusement. Donc ça, c'est un truc. Ensuite, il faut être patient parce que ça prend du temps d'avoir de l'expérience, de devenir réalisateur, de comprendre qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux dire, etc. Ensuite, il y a donc c'est quoi be patient. Ensuite, c'est il faut croire en soi. Parce que dans un premier temps, il y a personne qui va croire en toi. Donc, si toi, tu crois pas en toi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le culot de casser les portes et d'imposer. Donc, c'est un truc qu'il faut avoir. Il faut transpirer la confiance, tu vois. Parce que c'est un truc que les gens sentent, notamment les producteurs, les artistes. Même les artistes, notamment, tu vois, quand t'es sur un plateau que tu dois diriger un rappeur, qui sont pas dans ton univers. Si t'es pas, il faut qu'il y ait un interlocuteur, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut que tu deviennes ça. Et après, fais-toi confiance, c'est le dernier truc. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut que tu arrives c'est bien de préparer, c'est bien de réfléchir au plan, etc. Mais à un moment, il faut aussi prendre la caméra et aller tourner un truc, quoi. Il faut aussi faire confiance, envoyer l'email, envoyer le scénar, envoyer le truc, envoyer le message sur Instagram à l'artiste, etc. Et tu disais quoi, en fait? Tu disais travailler dur. Donc, c'est travailler dur, sois patient, crois en toi et fais-toi confiance. Ok. Voilà. Mais ouais, c'est important de. Puis aussi questionner le propos et le point de vue des films qu'on fait, quoi. Ok. Que quand même il y a un investissement certain en temps, en argent, humain aussi pour les gens qui vont travailler avec toi. Donc ce qu'on fait est pas innocent, quoi. Ouais, complètement. Ça c'est un truc, c'est la réalité aussi de ce qu'on fait, c'est que ça, c'est tellement, ça déborde tellement sur tout. Enfin, pour moi, c'est tellement total que genre, c'est vrai que
t'as une responsabilité. Si moi, par exemple, j'ai quelqu'un avec lequel je partage ma vie, une personne avec laquelle je partage ma vie, et je vois l'impact que ça a sur sa vie à elle, bien sûr, qui elle ne fait pas ça du tout, mais et du coup, si t'es sérieux vraiment dans ta relation ou quoi, il faut que tu sois sérieux aussi dans ce que tu fais, parce que c'est tellement de temps et de sacrifices. Faut pas que ça serve à rien, quoi. Il faut pas que ça serve à rien, faut pas que ce soit vain ou gratuit, quoi. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Merci Jérémy et Thomas pour votre participation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir participé à E-Action et merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à Flo. Merci à vous, c'était super les gars. Merci à la SACD et merci à Cherico pour m'avoir fait boire une délicieuse chicorée tout au long de ce podcast. Merci donc à tout le monde et j'invite tous les auditeurs à partager et à repartager encore cette émission. On vous souhaite une excellente soirée ou journée et puis au revoir. Salut. Salut tout le monde. Yes.